prolongement de ce que Cathy Decartes vient de vous présenter, je m'attacherai, en ce qui me concerne, à essayer de mettre en évidence un certain nombre de leviers et de nœuds pour une conception à la fois réaliste et constructive de l'évaluation dans l'enseignement supérieur à partir des analyses en groupe qui ont été réalisées. Actuellement, dans l'enseignement supérieur, deux attitudes prévalent par rapport à l'évaluation. La première attitude est une attitude, la plus courante d'ailleurs, défensive. En fait, on fait le gros dos. L'évaluation ennuie, l'évaluation gêne. On en fait le moins possible et on n'attend qu'une seule chose, c'est le départ des experts. L'autre attitude est plutôt une stratégie opportuniste qui consiste à ruser avec l'évaluation, à s'en servir pour mieux percevoir ses avantages concurrentiels par rapport aux autres institutions et établissements qui travaillent dans le même secteur, ou à exploiter l'évaluation dans le cadre de rapports de force entre composantes de l'institution, par exemple entre départements ou entre disciplines au sein de mêmes programmes de recherche. Dans les deux cas, ce qui prévaut le plus souvent, c'est une approche plutôt minimaliste, qu'on pourrait appeler un scénario faible, en contraste avec ce qu'on pourrait peut-être imaginer comme un scénario fort, toujours à partir d'éléments qui sont inspirés de ce travail collectif. Pour qu'un scénario fort puisse être envisagé, il faut tout d'abord se débarrasser de deux chimères, de deux croyances. La première chimère, c'est la chimère de l'efficacité directe et linéaire des décisions. Les effets des décisions et des dispositifs, comme par exemple celui de l'évaluation, en l'occurrence, ne correspondent jamais aux intentions de départ. Pourquoi ? Parce que le contexte est chaque fois spécifique. Par exemple, aujourd'hui, en Communauté française de Belgique, on est dans un contexte d'incertitude et dans une certaine mesure de méfiance dans cette situation de transformation du paysage de l'enseignement supérieur qui est en pleine recomposition. Ce qui est important aussi pour comprendre la singularité de chaque application, en quelque sorte, de l'évaluation, c'est l'importance des spécificités de chaque réseau d'enseignement, de chaque institution, avec ces rapports de force internes que j'ai évoqués il y a un instant. Ce sont aussi les conditions organisationnelles de mise en œuvre, et notamment le statut au sein de l'institution, le poids des coordonnateurs qualité. Pour de nombreux participants aux analyses en groupe, la difficulté majeure, c'est celle de la transférabilité des diagnostics et recommandations de l'évaluation dans des changements pertinents au sein de l'institution, puisque souvent on en fait le minimum. Les impacts sont relativement faibles et lorsqu'ils le sont, ce sont souvent des impacts qui sont relativement opportunistes, le cas échéant. D'où l'importance de se débarrasser d'une conception de l'évaluation qui est à la fois mécanique et linéaire, selon le schéma analyser, décider, agir. Ces trois actes interagissent en fait de manière complexe dans les situations concrètes. Il faut aussi se débarrasser d'une conception activiste et progressiste de l'évaluation qui voudrait qu'elle débouche absolument sur des actions ou des progrès, même quand les choses finalement ne se passent pas trop mal, se passent de façon satisfaisante. Ici, je m'inspire des travaux de Véronique Chanu. La deuxième chimère, c'est la chimère de l'adhésion. La chimère de l'adhésion, c'est une croyance qui est très fréquente chez tous ceux qui encadrent d'autres personnes, par exemple des enseignants par rapport aux élèves ou aux étudiants, par exemple des médecins par rapport à des patients, par exemple des travailleurs sociaux par rapport aux personnes assistées. C'est la croyance dans le chef de ceux qui encadrent que leur travail ne peut être couronné de succès que si les personnes qu'ils encadrent adhèrent aux finalités et aux valeurs associées à ce qu'ils considèrent comme leur mission. D'où leur volonté de convaincre, de faire adhérer à l'évaluation, à ses finalités et à ses modalités officielles. Or, ce qu'on constate, c'est l'absence de sens partagé par les acteurs concernés par l'évaluation, que ce soit l'agence, les pouvoirs organisateurs, comme on dit en Belgique, les directions, les enseignants, et cette absence de sens partagé est perçue comme un obstacle. Or, les systèmes de valeurs, les intérêts, les préoccupations des protagonistes sont toujours en partie divergents, voire concurrents ou conflictuels. D'ailleurs, la méthode d'analyse en groupe, et c'est le cœur de la méthode,
c'est qu'elle insiste sur la prise en compte de ces divergences. On n'essaye pas de se mettre d'accord sur une seule vision des choses, sur une interprétation unanime des phénomènes étudiés. On essaye de se mettre d'accord sur une formulation des désaccords et de manière à pouvoir faire avec, en quelque sorte, de manière à pouvoir faire quelque chose avec qui les dépasse sans pour autant les gommer. Alors en quoi consisterait un programme fort? On va traiter cette question à partir de finalement ce qui est le problème crucial de l'évaluation, c'est celui de la mobilisation des acteurs et donc celui de l'évaluation comme processus. Alors, première sous-question, pourquoi l'évaluation? Quelle pourrait en être la finalité dans un contexte justement où il n'y a pas véritablement de sens partagé? Bien, la fin de l'évaluation doit être le processus d'évaluation lui-même. La conception de l'évaluation se démarque alors très fort, se démarquerait, puisqu'il s'agit ici de projeter une possibilité à partir des analyses qui ont été réalisées, se démarquerait de la conception linéaire, progressiste, activiste que j'ai évoquée tout à l'heure. Ce serait une conception qui soit à la fois pragmatique, constructiviste et heuristique. Pragmatique, ça signifie que ce qui compte, c'est davantage la dynamique de réflexion enclenchée dans l'institution, plus que les résultats. La dynamique est en elle-même le meilleur des résultats. Constructiviste, ça veut dire un processus qui se détermine au fur et à mesure, en avançant, en fonction de ce que les acteurs en font, les acteurs qui se l'approprient, dans des conditions concrètes, particulières, des conditions qui sont différentes d'autres conditions singulières dans d'autres établissements. Heuristique, ça signifie que l'évaluation doit être un processus de découverte progressive avec les autres, de ses propres pratiques et de celles de ses partenaires ou de ses collègues, d'apprentissage réciproque, de découverte des valeurs qui ne sont pas toutes données à l'avance, de découverte des valeurs jugées dignes de soutenir l'évolution de ces pratiques. Deuxième question, sur quoi doit porter l'évaluation? L'objet et l'enjeu de l'évaluation doit être, selon nous, la connaissance elle-même, au sens large du terme, y compris les compétences, également leur transmission et leur acquisition. La connaissance et la mise en pratique de ces connaissances dans des compétences, c'est l'enjeu central et l'objet central de l'enseignement supérieur, a fortiori dans une société dite de la connaissance, où cette connaissance est le principal moyen de production. L'évaluation porte alors sur les questions suivantes. Quelle connaissance produire et transmettre? C'est la question des contenus, des programmes et des cours. Comment la transmettre? C'est la question des dispositifs pratiques, pédagogiques. À qui la transmettre? C'est la question du profil, du recrutement des élèves, des étudiants, leur réussite ou leur échec. Pour qui et pourquoi? C'est la question des finalités de l'enseignement, des finalités plus précises qui sont par exemple des finalités culturelles ou des finalités professionnelles ou les deux ensemble. La troisième question est la question par qui l'évaluation doit-elle être menée? Ici, j'insisterai pour terminer sur trois choses. La première chose, c'est le rôle important de la direction. La direction doit intégrer l'évaluation à son plan de direction ou de management, diront certains, de l'institution. Montrer toute l'importance qu'elle accorde à l'évaluation, notamment en désignant un coordinateur qualifié qui a du poids et du crédit auprès de ses collègues. Deuxièmement, il est important d'impliquer une petite équipe de personnes actives et motivées qui ont du crédit dans l'institution et pas seulement le coordinateur qualité qui se retrouverait isolé. En fait, tout changement important dans des institutions est toujours, ou presque toujours, porté par des petites équipes de gens qui s'entendent, de gens actifs, qui ont des projets qui en fait trouvent plus de motivation et d'une certaine manière de plaisir à agir collectivement qu'à s'abstenir d'agir. Et troisièmement, dans ce cadre-là, la fonction de l'agence et des experts est non seulement un rôle d'impulsion, qui d'ailleurs ne doit pas se limiter à l'amont, mais également se maintenir au fil du temps, mais aussi un rôle d'accompagnement méthodologique. Il s'agit de proposer une procédure qui permette une certaine objectivation, mais dans la perspective pragmatique, constructiviste et heuristique que je viens d'évoquer.